Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Sylvestre, Bonjour. que les téléspectateurs de Télésud connaissent bien. Jean-Marc Sylvestre, vous êtes éditorialiste et spécialiste de l'économie et de la politique. Alors plus précisément, le sujet qui domine l'actualité en ce moment, c'est confinement ou pas reconfinement. Qui domine et qui écrase toute autre actualité. Alors, c'est vrai qu'en France, on est dans une période incertaine là, actuellement. Quelle est votre perspective à ce sujet ? Que pensez-vous de la situation ? Est-ce que le gouvernement a intérêt à traîner avant le reconfinement pour essayer de laisser l'activité économique à peu près dans une situation normale ou se refaire une santé ? Ou est-ce qu'il vaut mieux reconfiner tout de suite et essayer comme ça d'arrêter plus rapidement la pandémie? Écoutez, je me garderai bien de vous donner une position assez péremptoire parce que je n'ai ni l'expertise, ni les informations, ni même la légitimité pour ça. Je trouve qu'il y a énormément de gens, un peu trop d'ailleurs, qui donnent des avis qui partent un peu dans tous les sens. On est dans une situation pour le moins compliquée, qui bouleverse et qui désole un peu l'opinion publique française actuellement. On a vécu une semaine un peu contradictoire, même beaucoup, avec effectivement des bruits et rumeurs nous annonçant un futur reconfinement, puis des corrections de ces bruits et rumeurs venant d'ailleurs des mêmes sources, nous disant mais non, c'est pas pour aujourd'hui, on n'est pas à 3 jours près, disent les médecins qui la veille nous promettaient l'apocalypse. Donc on est quand même dans une situation où on se est un peu perdu. Le débat actuel que vous venez de façon très claire de définir, à savoir est-ce qu'il faut confiner plus durement ou au contraire moins durement, si on s'enferme dans ce débat-là, je pense qu'on va encore longtemps réfléchir sans pour autant aboutir à une solution. Un confinement total, ça pourrait être demandé, exigé par la situation sanitaire. Le confinement total a pour but de freiner ou de bloquer la circulation du virus. Donc, d'alléger la pression sur les services de santé. Mais par ailleurs, un confinement total bloque complètement l'activité économique, donc accroît le coût de la facture économique et sociale de la pandémie. Je ne parle pas des effets psychologiques, psychiatriques, en termes d'ordre public, etc., etc., etc. Le déconfinement n'a pas forcément a pour conséquence effectivement une réanimation du système économique, mais il a pour conséquence un encombrement des services de santé, c'est-à-dire une augmentation du nombre de gens qui vont être contaminés, puisque ça circule plus vite, et une augmentation donc du nombre de gens qui risquent d'avoir des séquelles graves ou même de mourir. Alors on pense souvent que le risque ne porte que sur les personnes âgées ou les personnes sensibles, les personnes à risque, ce qui fait dire aux plus jeunes, mais pourquoi ils nous confinent, puisque voilà, pour sauver quelques anciens, c'est bon, outre le manque de respect total qu'on peut avoir vis-à-vis des anciens, il faut bien se rendre compte que si on laisse un déconfinement, le virus en circulation, si on prend le risque d'encombrer les systèmes de santé et de les saturer, eh bien, on va faire mourir effectivement tous ces gens âgés, mais on va faire mourir aussi les autres. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui ont 30-40 ans, qui se cassent la figure sur l'autoroute avec leur moto, qui ont un accident de voiture, les plus âgés, ceux qui ont 40 ou 50 ans, qui font une crise cardiaque ou qui démarrent un cancer, ils ne trouveront pas de place à l'hôpital. Donc ils mourront, mais pas à l'hôpital, ils mourront ailleurs. Donc c'est insoluble cette histoire. Il faut absolument sortir de cette logique. C'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement, compte tenu du coût exorbitant que ça représente, compte tenu aussi de l'agacement et de la désolation de l'opinion publique qui ne supporte plus le confinement. Alors, sortir de cette logique, c'est sortir du tout confinement ou du tout ou rien. Et comment peut-on en sortir ? Je crois qu'il faudrait qu'on essaye vraisemblablement une stratégie de zéro Covid, comme elle a été appliquée dans certains pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée, Taïwan aussi, Singapour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut absolument isoler les cas positifs. Il faut absolument isoler les cas à risque. Et si vous les isolez, si vous les mettez à part, si vous les mettez en quarantaine, eh bien vous permettez au reste de la population de vivre pratiquement normalement en liberté, sans risque de contamination. Pour isoler ces cas-là, il faut les tester,
Il faut utiliser le résultat des tests pour tracer les cas contacts. Et une fois que vous avez tracé les cas contacts, isoler les gens qui sont positifs. Et je ne comprends pas que dans ce pays, qui est quand même un pays mature, développé, 6e puissance mondiale, on ne soit un pays qui a équipé tous ses habitants de la carte vitale, qu'on a tous dans notre poche, la carte verte, avec une puce qui théoriquement devrait contenir toutes les informations concernant notre santé. Eh bien, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable, à l'issue d'un test, de repérer les gens qui sont positifs et de les séparer des gens qui sont négatifs. Je ne comprends pas ça. Alors, si je le comprends, je sais pourquoi. On a beaucoup de difficultés, parce que c'est une atteinte à la liberté individuelle, parce qu'on a une réglementation, la réglementation générale des données personnelles qui nous l'interdit. On a la CNIL qui nous surveille. Mais bon sang de bonsoir, ce qui est liberticide, c'est le confinement total, puisqu'il nous interdit de sortir même de chez nous. Et il confine la totalité de la population. Donc on préfère le confinement de toute la population pour préserver une petite partie qui est en risque, plutôt que de carrément isoler les cas positifs. Oui, donc on préfère la bombe atomique plutôt que la mitrailleuse. Que le travail pointillé. Alors vous avez parlé du coût de tout ça. Là j'ai des chiffres que je sors, et il faut que je reconnaisse le fait que je sors du Figaro sur la montagne de dettes qui s'accumule au-dessus de la tête de chaque Français. Le vrai chiffre de la dette française, avec les engagements hors bilan, comme on dit, de l'État, on serait à 7 000 milliards d'euros. Bon, c'est le chiffre que j'ai trouvé dans le Figaro. Ces engagements hors bilan, vous savez très bien ce que c'est les retraites des cheminots, etc., des tas de choses. Comment cet argent, comment est-ce que la France peut avoir une dette aussi importante et comment s'en sortir un jour? Qui va payer? Alors, vous me laissez combien? 1 heure, 1 heure et demie à peu près. 3 jours. La dette, l'endettement français s'est considérablement accru depuis le début de la crise, parce que le président de la République, avec raison à mon avis, a décidé du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte à cette population, nous allons la protéger du Covid. Et pour la protéger du Covid, il fallait évidemment subventionner leurs activités, faire en sorte qu'ils puissent continuer de vivre à peu près normalement, du moins matériellement. Donc il fallait pallier le déficit de revenus, le déficit de richesse qui était créé et qui était lié au déconfinement. Ça a coûté très cher et ça continue de coûter très cher. Alors, cette dette-là, eh bien, c'est une dette qu'on a contractée auprès des pays européens, auprès de la Banque centrale européenne et auprès de tous les épargnants qui, dans le monde... Elle est supportable. Elle est supportable à condition que les taux restent à zéro. Elle est supportable à condition qu'on ait une espérance de sortie de crise. Elle est supportable à condition que l'année 2021 nous permette une reprise assez forte de l'activité. Sinon, elle ne sera pas supportable. Sinon, les taux d'intérêt remonteront. Sinon, les Chinois, les Indiens, les Russes ou les pays du Golfe qui nous prêtent beaucoup d'argent cesseront de nous en prêter. Ils iront en prêter à d'autres. Et puis, on ira dans le mur comme on est allé dans le mur 1 ou 2 fois dans l'histoire. Ce débat-là est un vrai débat. Mais je crois que ça n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le débat d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre dans une situation qui est à peu près équivalente à ce que nos parents et nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont connu au moment de la Première Guerre mondiale et au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en guerre, et le monde entier est en guerre, eh bien vous ne vous préoccupez pas de savoir comment on va payer le liquide pour faire la vaisselle ou la lessive. Vous essayez de vous battre et vous essayez de survivre. Après, on verra. Et moi, j'ai une énorme confiance dans la résilience dont on pourra faire preuve à la sortie de la crise. Il y a des capacités de rebond qui sont extraordinaires. Elles sont d'autant plus fortes, ces capacités de rebond, que cette guerre-là, contrairement aux 2 précédentes guerres mondiales, je crois que nous sommes en guerre mondiale, les 2 précédentes guerres mondiales, cette guerre-là n'a pas détruit.
On n'a pas de destruction, on n'a pas fait de bombardement, les immeubles sont debout, les voies de chemin de fer fonctionnent, les trains fonctionnent, les avions peuvent voler, les camions peuvent rouler, les usines peuvent travailler. Donc on a quand même, et les contrats de travail existent puisqu'il y a l'allocation en chômage, on n'a même pas besoin d'aller recruter. Donc ça peut éventuellement marcher, à une seule condition, il faut qu'on gagne la bataille de la vaccination et il faut qu'on sorte du virus. C'est la seule condition, il n'y en a pas d'autre. Mais en attendant, ça va être long, eh bien, il faut revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, isoler, de façon à faire repartir la machine. Est-ce que vous croyez vraiment que tous les chômeurs dont le nombre grandit sans cesse... On n'a pas augmenté le nombre de chômage actuellement. Il n'y a pas eu de chômage actuellement, encore en France. Il n'y a pas eu de faillite d'entreprise actuellement. Toutes les entreprises ont été soutenues, elles ont été maintenues en vie, artificiellement, en perfusion, mais les chômeurs ne sont pas tués. Il y a des difficultés en France qui sont liées non pas au Covid, mais à la situation structurelle des entreprises qui était antérieure au Covid. Qu'on ne vienne pas me dire que Air France a souffert Air France a terriblement souffert du Covid, mais Air France était une entreprise à risque, comme il y a des personnes à risque, avec des comorbidités à tous les syndicats, tous les coins de syndicats ou tous les bureaux. L'aéronautique, c'est pareil. Renault, c'est pareil. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises qui, en France, étaient déjà malades avant. D'autre part, on a quand même une culture en France, mais là je vais me faire haïr par beaucoup, on a quand même une culture du non-travail. Quelque part, j'ai quand même le sentiment, mais c'est une horreur ce que je vais dire, que le confinement, c'est mieux que... on s'y habitue. Ça plaît beaucoup. Parfois, oui. Parfois. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Quand je vois des amis qui sont dans le cinéma ou dans le théâtre et qui ne peuvent pas travailler, même s'ils ont les revenus pour vivre, c'est évidemment pas drôle. Quand une entreprise n'a pas de clients, c'est pas drôle, alors qu'elle est en position de le faire. Mais là, quand vous parlez d'Air France, de Renault, par exemple, ce sont de bons exemples. Est-ce que ces boîtes-là vont retrouver le monde d'avant, le monde des avions à 50 € pour traverser la planète, les voitures à tire-larigot, est-ce que ça va reprendre comme avant ? Je ne crois pas que ça reprenne comme avant. Je crois qu'il y a des grandes mutations qui étaient engagées avant et qui vont s'accélérer de façon très rapide et qui se sont déjà accélérées pendant la première année de la crise. La mutation digitale, par exemple, s'est profondément accélérée. On est passé au e-commerce très rapidement, à la digitalisation des entreprises très rapidement, au gain de productivité, etc. Donc, vous avez, dans les entreprises qui sont en panne aujourd'hui, eh bien, vous avez des entreprises qui sont prêtes à redémarrer parce qu'elles se sont adaptées. Vous avez des entreprises qui n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'elles s'adaptent et qui repartiront pas. La deuxième grande mutation, c'est la mutation énergétique, c'est la mutation climatique. C'est vrai que le Covid a été l'occasion de prendre conscience qu'il y avait des modèles de croissance qui étaient un peu généreux, enfin qui étaient un peu chers en matière d'énergie et qu'il va falloir les changer. C'est vrai qu'on ne reviendra pas sur la transformation de l'automobile en électrique, on ne reviendra pas sur un certain nombre de décisions. C'est vrai que l'industrie de l'entertainment, du voyage, de tout ça, va changer. Je pense que les grands séminaires que font des chefs d'entreprise au bout du monde pendant 3 jours aux frais de l'entreprise, on s'est aperçu qu'ils pouvaient parfaitement faire la même chose en visioconférence et que ce n'était pas plus mal. Et l'arrivée de centaines de milliers de touristes à Paris qui viennent pour 3 jours, qui traversent la France, oui, mais ça continuera. Ça reviendra. À partir du moment où l'objet du tourisme sera désirable, il n'y a aucune raison qu'ils ne perdent pas ses clients. Euro Disney est désirable à un certain nombre de touristes. Ils viendront. Le château de Versailles restera le château de Versailles. Il n'a pas été détruit. La guerre a simplement empêché les gens de venir le visiter. La Tour Eiffel, à ma connaissance, je suis passé à côté tout à l'heure, elle est encore debout. Donc on viendra la visiter. Non, ce n'est pas ce tourisme-là. Il y a une grande partie du tourisme d'affaires qui changera vraisemblablement de modalités, de fonctions, mais globalement, le changement, il ne sera pas
là, le vrai changement, il sera dans la digitalisation et dans la mutation technologique. Est-ce qu'il y aura un changement pour une entreprise qui est aussi, dont on parle beaucoup et qui a beaucoup d'influence, c'est l'administration française. Est-ce que toute cette affaire, cette crise actuelle, va réussir à faire bouger l'administration française? Alors, vous parliez de la dette. Une grande partie de la dette française, elle est liée à une dette de l'administration, parce qu'on a des dépenses publiques qui coûtent évidemment beaucoup trop cher. Avec 60% du PIB, on est quand même dans un pays très socialisé, puisque l'essentiel du PIB est fait par l'État ou sous le contrôle de l'État. En plus, ces services publics ont montré au moment de la crise qu'ils n'avaient pas la productivité, la réactivité et l'efficacité qu'on y attendait. Le système de santé français coûte entre 15 et 20 milliards de plus que le système de santé allemand. Bon, on a fait quand même un peu plus de dégâts, de morts, on a eu plus de difficultés que les Allemands. Notre système de l'éducation nationale coûte grosso modo presque 100 milliards de plus que le système allemand. On a quand même des difficultés à sortir des produits de l'éducation nationale qui soient employables directement par les entreprises. Non, il y a des choses qui vont évidemment changer. Est-ce que les fonctionnaires, est-ce que les syndicats de fonctionnaires, est-ce que les cadres de la fonction publique accepteront cette prise de conscience et accepteront de gérer le changement? Ça, c'est une autre histoire et on tombe dans le domaine politique. Oui. Est-ce que les syndicats vont changer? Ouais. Est-ce que dans la nature des syndicats, c'est pas de changer? Un des drames que l'on vit actuellement, c'est l'absence de responsabilité et même de propositions responsables de la part de l'opposition politique et du pouvoir syndical. C'est vrai qu'ils sont très très absents. Il n'y a pas de proposition à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de proposition forte dans les syndicats pour sortir le système économique de ce piège dans lequel on est sur le confinement ou le déconfinement. Le leitmotiv des syndicats lorsque le taux de contamination augmente, c'est de demander le droit au retrait, c'est-à-dire demander, exiger que finalement les salariés qui le désirent puissent se retirer de leur travail pour rester confinés chez eux. On n'a pas eu d'exemples de politique alternative, d'idées faramineuses. C'est d'ailleurs ce qui amène le gouvernement à se perdre dans des cercles qu'il crée lui-même pour essayer d'organiser le dialogue démocratique. Il avait organisé le Ségur de la santé pour pouvoir répondre au personnel de santé. Ensuite, il a organisé un Grenelle de l'éducation pour essayer de répondre au personnel enseignant. Là, il est en train d'organiser un Beauvau de la sécurité pour pouvoir calmer. Bon, et puis, il crée des comités citoyens pour le climat, comités citoyens. Enfin, on n'en sort pas. Et on n'en sort pas parce qu'il ne sort rien de cet ensemble de comités. Je crois que le gouvernement a une majorité qui ne lui donne pas d'idées fortes. Mais le gouvernement ne fait pas forcément confiance non plus à sa majorité pour en avoir. C'est un gouvernement qui manque de lignes stratégiques, d'une vraie stratégie en matière de santé. Il manquait en matière de masques, on manquait en matière de tests, on en manque aujourd'hui en matière de vaccins. Oui, c'est vrai. En ce moment, il y a certains hôpitaux qui n'ont plus de vaccins pour vacciner. Hôpitaux, la vaccination est en panne parce qu'on est en panne, mais on est dans une situation complètement paradoxale. Parce que je vous rappelle qu'il y a encore 2 mois, la majorité de la France ne voulait pas se faire vacciner. Oui. Aujourd'hui, elle fait la queue pour être vaccinée alors qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins. Je pense que le gouvernement... C'est une question de logistique, l'histoire des vaccins. Alors, c'est d'abord, il y a une question d'anticipation, c'est que le gouvernement a cru que les Français ne voulaient pas se faire vacciner. Donc le gouvernement s'est dit, on ne va pas se presser pour acheter des vaccins puisque les Français ne veulent pas y aller. Bon, n'empêche qu'au bout, quand ils se sont aperçus que c'était la seule solution, eh bien, il fallait imposer, évidemment, dès le départ, les achats de vaccins massifs. Parce que moi, j'étais sûr que la plupart des gens viendraient. Majoritairement, ça va être la seule solution pour pouvoir vivre normalement. Il n'y en a pas d'autre. Bon, et puis, alors, derrière ça, il y a une question de logistique, il y a une question d'organisation, il y a une question de mise au point. Mais on va faire pour les vaccins ce qu'on a fait pour les tests et pour les masques. On va s'adresser à des
entreprises privées. Que voulez-vous? Si l'administration n'est pas capable d'organiser ça, on ira chercher les acheteurs de chez Carrefour ou Leclerc, qui sont très forts pour aller sourcer les marchandises. Et puis, il y a des gens qui font le transport. Amazon fait très bien la livraison. On est capable d'être servi par Amazon en 24 heures et on n'est pas capable d'être servi par des... Non, enfin, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, non. Ce pays est un vieux pays, sympathique, mais un pays qui a des ressources énormes. Moi, je ne suis pas pessimiste, contrairement à ce que pourrait vous dire. Non, je pense qu'il y a une résilience de la part des entreprises privées qui est très très forte. Ce pays tient. Parlons un peu d'un autre pays, d'un autre vieux pays, très fort également, mais qui est dans une situation un peu difficile, c'est la Grande-Bretagne. Comment voyez-vous l'évolution des choses là-bas? Je ne parle pas de la pandémie qu'ils connaissent, qui est la même que la nôtre, peut-être plus forte, enfin sûrement plus forte, plus aggravée, mais je parle de la sortie de l'état de l'économie britannique maintenant qu'elle est confrontée pratiquement à des obstacles non tarifaires ou tarifaires pour ses exportations et ses importations. Quelle drôle d'idée de s'être mis dans cette situation. Oui, bien sûr, mais ils se sont mis dans cette situation pour des raisons politiques. Ça n'a pas été bien géré. Je crois que la solution sera d'attendre patiemment qu'ils découvrent les nécessités, le mur des réalités, et qu'ils reviennent tranquillement vers ce qui est leur vocation, c'est-à-dire l'appartenance à un grand marché européen dans lequel ils n'étaient pas si mal que ça. Mais aujourd'hui, ils ont tous les inconvénients, ils veulent garder les avantages du marché commun, ils auront, ils ne veulent pas participer à la gouvernance de l'Union européenne, ça a été l'objet du Brexit, mais ne participant pas à la gouvernance de l'Union européenne, eh bien, ils ne participent pas non plus à la définition des normes et des conditions du commerce mondial. Donc, alors qu'ils veulent profiter de ce commerce-là, de ce commerce européen. Donc, il arrive à un moment où ça va coincer et vous allez avoir une pression du monde du business et du monde des affaires qui va faire en sorte qu'ils reviennent. Je vous rappelle quand même que depuis le 1er janvier, donc, le Brexit est rentré en application, mais qu'on n'a pas changé grand-chose dans les faits et dans les modalités, sauf qu'on a un peu ajouté des formalités administratives et lourdes à ceux qui veulent faire leur commerce. Alors, pour ce qui est de la place financière londonienne, les choses ne sont pas encore réglées. Les discussions... Il y a un an pour la... Oui. Alors, eux voudraient effectivement créer une sorte de Singapour, isolé, seul au monde, face aux États-Unis et face à l'Europe. Est-ce que c'est possible? La Grande-Bretagne voudrait créer une sorte de Singapour, c'est-à-dire un paradis fiscal qui serait exonéré de contingences fiscales, sociales et environnementales. C'est évidemment pas possible dans la mesure où les Européens, dans l'accord de Brexit, ont stipulé que ça, c'était pas discutable. On ne peut pas laisser un grand pays comme la Grande-Bretagne pouvoir déverser chez nous des produits qui soient financiers ou physiques, qui ne respectent pas les normes sociales, fiscales, etc. Bon, la deuxième chose que les Anglais voulaient et veulent, c'est l'utilisation du passeport financier, c'est-à-dire de permettre à une entreprise exotique de venir s'installer à Londres et de permettre à cette entreprise exotique venant de Londres d'avoir un passeport qui lui donnerait le label britannique et qui lui permettrait de travailler dans l'Europe tout entière. Vraiment, il faut quand même prendre... Les Européens sont peut-être un peu naïfs et un peu primaires, mais il ne faut quand même pas les prendre pour complètement imbéciles. D'abord, ils savent très très bien faire avec les paradis fiscaux. Ils ont su créer la Suisse et la Luxembourg à côté et qui font le travail. Donc non, je ne crois pas. Je crois que ça va être compliqué, mais je crois qu'ils reviendront progressivement dans le rang. D'ailleurs, les entreprises et les banques qui sont installées à Londres n'ont pas délocalisé massivement encore. Hein. Elles ne sont pas parties. Elles savent bien qu'elles ont un an pour négocier. Je trouvais que le statut précédent était parfaitement vivable et qu'elles pensent pouvoir le garder. On va terminer en parlant des États-Unis. Voyez-vous des conséquences importantes pour l'Europe à l'arrivée de Joe Biden au pouvoir ? En ce qui concerne l'économie? Je ne crois pas, parce que les Américains n'ont jamais aimé l'Europe. Ils sont venus à son secours plusieurs fois. Oui, ils sont venus à son secours plusieurs fois, lorsque les intérêts forts idéologiques et système étaient en jeu, mais au niveau économique, ils n'ont jamais aimé l'Europe en tant qu'union monétaire. Ils aiment l'Europe parce qu'il y a la Tour Eiffel, le château de Versailles et les grands restaurants pour venir faire du tourisme, mais c'est pas bon. Donc, je pense que est-ce qu'ils vont changer avec Joe Biden ? C'est peut-être possible. Ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden se remet dans le
le jeu international, c'est-à-dire qu'il revient dans le multilatéralisme, puisqu'il a re-signé, il est revenu sur le climat, et d'ailleurs il est en train de signer des décrets pour limiter la production de gaz de schiste, de pétrole, etc. etc. Donc il va se mettre aux normes. Il revient également sur un certain nombre de taxes et de surtaxes qui ont été infligées. Je pense qu'il va revenir sur l'arme des Américains qui était de sanctionner des pays tiers lorsqu'ils travaillaient avec des ennemis ou des adversaires des États-Unis, ce qui nous a valu beaucoup de problèmes en Irak ou dans d'autres pays comme ça. Mais je crois revient à l'OMC aussi. Ils reviennent à l'OMC, ils reviennent donc l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'il va falloir quand même réveiller parce que franchement, l'OMC va avoir un dossier un peu important à régler qui va être le problème chinois. Et puis ils reviennent aussi à l'Organisation mondiale de la santé, puisque Joe Biden a mis le problème de la pandémie au premier rang de ses préoccupations. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il va conserver chez Trump, je crois, la tendance au retour, à une relocalisation de certaines activités industrielles. On n'en souffrira pas beaucoup. C'est plutôt un problème qui se posera à l'Amérique latine et à l'Amérique centrale. Mais ce sera mesuré d'une certaine façon parce que je pense que les Américains préfèrent tout autant faire fabriquer leurs voitures au Mexique plutôt que de voir arriver des Mexicains travailler dans des usines qui seraient implantées du côté de Détroit. Donc ça va être limité. L'autre chose qui va être plus intéressante, c'est la position et les rapports avec la Chine. Il est évident que l'Amérique, mais on n'avait pas attendu Trump pour ça, mais Trump a accéléré beaucoup la prise de conscience, c'est que l'Amérique a pris conscience qu'elle était challengée très fortement dans son rôle de gendarme du monde par les Chinois, parce que les Chinois sont en train de monter une économie, une industrie, une éducation, un système, une armée qui va être équivalente à la puissance américaine. Et là, ça va commencer à être dangereux parce que les Chinois ont un vrai projet politique. Ils ne font pas que du business, ils font aussi de la politique. Et la situation extraordinaire de l'économie chinoise, avec son gain de productivité, l'augmentation de la production en un an, ouais. C'est quand même remarquable. C'est le seul grand pays dans le monde qui est dans cet état. Et ça veut dire que finalement, le commerce mondial a continué de fonctionner oui, mais ça veut dire que le commerce mondial a continué de fonctionner parce que les consommateurs occidentaux continuent d'aller chercher du pouvoir d'achat dans des produits qu'ils trouvent dans leurs grands magasins et qui sont fabriqués dans les pays émergents. On ne va pas se remettre à fabriquer tous les produits qui ont été délocalisés en Chine. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est se battre sur la frange digitale de l'économie, c'est-à-dire empêcher les Chinois de prendre les données, la data que les Occidentaux ont collationné ou sont en train de collecter actuellement. L'essentiel de ces data, d'ailleurs, sont collectés par les GAFAM américains. La concurrence, la guerre, elle va être à ce niveau-là. Elle ne va pas être au niveau qui fabrique la chemise ou la cravate que vous portez. Ça restera dans des pays émergents, et tant mieux pour les pays émergents, et tant mieux pour le consommateur occidental. Mais ce sera plutôt sur les équipements de télécommunications, les équipements digitaux, les investissements, l'épargne, les contrôles. Et je vous dis, ce qui est quand même préoccupant, c'est que les Chinois ont un vrai projet politique. Lorsqu'ils sont aujourd'hui en train de vendre entre guillemets des vaccins à une grande partie de l'Afrique, ils ont une idée politique derrière. C'est que s'ils viennent sauver des vies humaines en Afrique, ils espèrent bien que les survivants se souviendront à qui ils le doivent, quoi. Bon, c'est dans tous les pays du monde pareil. Il faudra que leur vaccin fonctionne bien. Il faudra que leur vaccin fonctionne bien. Ils donnent les informations que nous avons actuellement tentent à prouver qu'il fonctionne relativement bien. Comme le vaccin russe, d'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Marc Sylvestre. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.